Bonjour tout le monde. Voilà. C'est bon? Plaisir de vous rencontrer. Vous allez excuser l'épongement. Vous allez le souffrir durant toute la présentation. Je souffre de l'armoiement côté droit. Écoutez, je suis très touché de l'invitation qui m'a été faite de présenter mon livre ici dans le patelin où je suis né et où j'ai grandi et avec lequel j'ai conservé des liens très étroits. Alors, je retrouve des gens de ma parenté, mais aussi des bons amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Merci d'être là. Alors, je voudrais remercier les 4 partenaires, la Société d'histoire et de généalogie. C'est un groupe là, qui s'est réuni pour assurer la réalisation de cet événement. La Société Saint-Jean-Baptiste régionale de la Mauricie, Saint-Jean-Baptiste local, centre de la Mauricie, et la librairie Poirier de Shawinigan. Alors, un merci spécial à André Jean d'avoir joué le rôle de chef d'orchestre de cet événement. Et évidemment, mon frère Jean-Claude, qui, lui, en a eu l'idée. Voilà, c'est de lui qu'a germé cette idée. Alors, allons-y. La prairie, où es-tu exactement? Alors, je suis sur la rive sud de Montréal, à 10 minutes du pont Samuel de Champlain et 30 minutes du centre-ville de Montréal. Je suis situé entre Brossard et Candiac, qui, à l'origine, était partie intégrante de la seigneurie de la Prairie. 2 autoroutes sillonnent mon territoire, l'autoroute 132 qui longe le fleuve et l'autoroute 30 qui contourne la région métropolitaine de Montréal. Bien peu de gens s'arrêtent aujourd'hui pour me saluer. Les temps ont bien changé, car durant près de 200 ans, j'ai été très fréquenté parce qu'on me considérait comme une étape incontournable, un lieu de passage obligé. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors, d'abord de géographie. La prairie est au carrefour de 2 grands corridors. Avec ses quelques 20 000 habitants, la ville de la Prairie occupe aujourd'hui une position secondaire, je viens d'en parler. Mais il y a plus de 3 siècles, la Prairie formait le centre le plus important en dehors de l'île de Montréal et sa prédominance dura près de 2 siècles. Quels avantages offrait donc la Prairie pour s'illustrer ainsi à l'avant-scène? La réponse jaillit de l'immense géographie qui se déployait dans l'ouest de la Nouvelle-France, où Montréal dominait et à laquelle la Prairie était étroitement imbriquée. En réalité, elle lui était subordonnée. Il faut donc en premier lieu cadrer la situation de Montréal et sa vaste zone d'influence. L'atout capital de Montréal résidait dans sa localisation au carrefour de 2 grands corridors d'échange. Ceux-là même que Samuel de Champlain avait parcouru au début du 17e siècle. Le premier est celui du Saint-Laurent, qui s'étendait de la vallée du même nom jusqu'au Grand Lac, où abondaient les fourrures, la raison d'être de la Nouvelle-France. En 1615, le fondateur de Québec entreprit de se rendre chez les Hurons, les partenaires clés du commerce des fourrures. Ce couloir deviendra l'axe central de développement du Canada et il demeure aujourd'hui l'épine dorsale de l'économie du pays. Le 2e corridor comprenait la vallée nord-sud reliant Montréal à New York via le Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson. Dès 1609, le fondateur de Québec se rendit à la tête du lac Champlain, aux environs de Ticonderoga. Mais cette fois, il n'allait pas à la rencontre de ses alliés, mais des Iroquois, les ennemis de ses partenaires amérindiens de la fourrure. L'attaque de Champlain annonçait plusieurs affrontements à venir, non seulement contre l'Iroquoisie, mais aussi contre les Anglais, dont la présence dans cette région menaçait la Nouvelle-France. Mais en regard de Montréal et de la Prairie, ce couloir deviendra très tôt dans l'histoire la principale voie de communication nord-sud. Et plus tard, entre le Canada et les 13 colonies britanniques qui se regrouperont éventuellement dans les États-Unis, qui va devenir une grande puissance mondiale. C'est pourquoi nous allons y accorder une attention particulière. À noter, très important, sans doute,
Les avantages de Montréal n'avaient pas échappé aux Amérindiens, qui, bien avant l'arrivée des Français, considéraient sa localisation comme un lieu privilégié de rencontres et de négoces. Il y a plus de 3 millénaires, surtout entre 2400 ans avant aujourd'hui, jusqu'à l'an 1000 de notre ère, les populations amérindiennes de l'Est de l'Amérique du Nord y effectuaient des séjours saisonniers, le plus souvent dans les îles, en particulier l'île des Sœurs, l'île aux Hérons, mais aussi à la prairie. Elles s'adonnaient à la pêche, qui supplantait peut-être la chasse à cette époque. Les Amérindiens, en particulier les nations iroquoises, on voit où elles sont situées, connaissaient donc très bien le corridor du lac Champlain. Alors, parlons-en plus en détail de ce couloir. Il a été beaucoup exploité du temps de la Nouvelle-France. Par exemple, de 1730 à 1740, les chantiers navals de Québec avaient construit une centaine de navires en s'approvisionnant en grande partie dans la région du lac Champlain, qui regorgeait alors de riches peuplements de chênes, de pins rouges et de cyprès. Le bois était alors transporté sur des radeaux qui descendaient le Richelieu, puis le fleuve jusqu'à Québec. Depuis ce temps, le commerce dans ce couloir n'a jamais cessé de prospérer. Et encore aujourd'hui, il canalise la plus forte proportion des échanges entre le Québec et les États-Unis. Mais son développement à l'époque s'est heurté à des difficultés. La principale étant le détour de 150 km par Sorel qu'imposait le Richelieu pour assurer la liaison avec Montréal. Comment éviter ce long détour, d'autant qu'il fallait composer avec des rapides, par un chemin de terre entre la Prairie et Saint-Jean. Et c'est là que la Prairie entra dans l'histoire en assurant le transit entre Montréal et Saint-Jean. La traversée d'une dizaine de kilomètres entre Montréal et la Prairie ne comportait pas de difficultés, mais il en était autrement du lien entre la Prairie et Saint-Jean, environ 20 kilomètres. Certes, les voyageurs n'avaient qu'à marcher dans les pas des Amérindiens, mais ils devaient tout de même composer avec une savane de 5 km, à la hauteur de la ville actuelle de Saint-Luc, un peu avant Saint-Jean. Et cette savane va d'ailleurs causer plusieurs maux de tête aux Français lors de la guerre de la Conquête. Alors, on l'a dit, c'est dans ce couloir que Champlain s'est aventuré pour défier les Iroquois. En fait, les Iroquois s'y sentaient un peu chez eux. D'ailleurs, Champlain ne parlait-il pas de la rivière des Iroquois pour désigner le Richelieu. Lors des guerres franco-iroquoises, les Iroquois partaient de leur pays, près d'Albany. Un petit peu la 4A. 4A, plus bas, voilà, c'est là. Non. Peut-être un petit peu plus haut. Non. Ah. Ben, on peut toujours utiliser ça. OK. Bon. Alors, donc, ils partaient de leur pays, puis continuaient via le lac Champlain et le Richelieu jusqu'à Saint-Jean, où ils étaient arrêtés par les rapides. De là, ils bifurquaient vers la prairie en empruntant le raccourci jaune, le raccourci qui les menait à Montréal. Ils n'hésitaient pas à se rendre jusqu'à Sorel, Trois-Rivières et même Québec, en empruntant des portages pour éviter les rapides. Dans cette géographie, on comprend pourquoi les Français intégrèrent la prairie au réseau de défense du Richelieu en y construisant une palissade en 1691 qui s'ajoutait aux 5 fortifications érigées le long de la rivière Richelieu. Situé en retrait, en bordure du fleuve, le fort de la Prairie constituait le dernier rempart pour protéger Montréal. Le raccourci de la Prairie fut alors régulièrement utilisé à des fins militaires, comme lors de l'attaque anglaise de 1691 et de la guerre de la Conquête, sans oublier les conflits anglo-américains de 1775 et de 1812. En ce qui concerne les Jésuites, ils ont probablement emprunté ce sentier car ils connaissaient bien la géographie de la région. Ils furent très actifs chez les Hurons,
et leurs alliés à partir de 1626, mais surtout après l'ouverture de leur mission en 1640 chez les Hurons. Aussi, lorsqu'ils obtiennent la seigneurie de la Prairie en 1647, ils sont en pays de connaissance. Et le choix qu'ils font alors de s'installer à cet endroit semble aller de soi, car ils savent qu'ils sont aux portes de l'Iroquoisie. On n'a pas d'informations précises sur ce sujet, mais il est frappant de constater qu'en choisissant de s'installer à la Prairie, les Jésuites savaient très bien qu'ils étaient dans le sentier des Amérindiens qui faisait le lien entre l'Iroquoisie et Montréal. Le raccourci de la Prairie a laissé de fortes entrailles dans l'histoire. La plus profonde, et d'ailleurs toujours visible à plusieurs endroits, c'est la construction en 1836 du premier chemin de fer au Canada. Avec le bateau à vapeur qui l'avait précédé, cette nouvelle infrastructure va propulser la Prairie au premier rang des villages du Bas-Canada. Ici comme ailleurs, un sentier amérindien se transformant en axe majeur de transport au croisement de la culture, de la géographie et de l'économie. Voilà. Et là, je vais vous parler d'un sujet qui a été très important dans l'histoire et dont on voit encore des traces aujourd'hui, la mission amérindienne que les Jésuites ont créée. Seigneurs des lieux, les Jésuites ne tardent pas à attirer les colons français et à conclure les premiers contrats de concession. Mais ils se sont aussi donné une autre tâche, en réalité la plus cruciale pour eux, celle d'établir une mission amérindienne. C'est ce qui les intéressait, les Jésuites. Ils y parviendront à la faveur d'une pause importante des guerres franco-iroquoises. Le traité de paix de 1667, imposé par le régiment de Carignan-Saint-Pierre aux Iroquois, oui, ils se rendirent donc chez les Iroquois auprès des nations qu'ils avaient épargnées par le régiment de Carignan, qui avaient été épargnées par le régiment de Carignan-Saint-Pierre, et dont le territoire est à proximité de l'axe du lac Champlain. Les Jésuites y trouveront plusieurs prisonniers, d'autres nations vaincues par les Iroquois, et dont un certain nombre avaient été convertis ou initiés au christianisme. Les Iroquois avaient fait beaucoup de prisonniers lors des guerres franco-iroquoises. Ils ont anéanti les Hurons, les Iriers, les Pétuns, tout ça. Et ils ont fait tellement de prisonniers que ces prisonniers sont devenus plus nombreux que leur propre population. Alors, c'était un problème majeur pour eux. Toutefois, alors, la mission ouvre en 68. En 73, il va se produire un phénomène pour le moins inattendu. Les Iroquois, surtout de la nation des Amis, les Mohawks, qui furent les plus grands ennemis des Français, vont migrer massivement vers la mission de la Prairie et devenir même majoritaires. C'était tout à fait imprévisible que parmi tous ceux que les Jésuites pouvaient espérer attirer à la Prairie, ce soit des Mohawks, parce que ça a été les pires ennemis des Français. Donc, alors, c'est un renversement complet de situation. Cette même année, un autre fait majeur survient quand un conflit éclate entre les Hurons et les Iroquois dans la mission, en particulier les Aniers et les Onontagués, à propos de l'élection d'un chef pour chacune de ces trois nations. Il faut rappeler que les Hurons captifs avaient, chez les Iroquois, le statut d'esclaves. La dispute fut si grande qu'elle poussa les Hurons à demander aux Sulpiciens de les accueillir dans leur seigneurie de l'île de Montréal. Tout semble indiquer que les vieilles rivalités opposant Hurons et Iroquois avaient refait surface. Dans la demande de déménagement qu'ils font aux autorités coloniales en 1675, les Hurons passent ce conflit sous silence en invoquant plutôt la pauvreté des terres, ce qui est exact. La culture du maïs appauvrit les terres. Craignant d'indisposer les Jésuites, les Sulpiciens hésitent dans un premier temps, puis finalement acceptent la requête des Hurons et commencent à accueillir en 1676, au pied de la montagne, du Mont-Royal, à l'intersection actuelle des rues Sherbrooke et Atwater.
là où ils établiront plus tard leur séminaire. Comme à la prairie, cette nouvelle mission de la montagne déménagera. À la prairie, ils ont déménagé 4 fois à cause de l'épuisement des terres pour aboutir à Kanawake actuel. Donc, cette mission de la montagne est déplacée au Sault-au-Récollet, en bordure de la rivière des Prairies, à la hauteur de la rue Papineau. Cette deuxième mission va migrer une troisième et dernière fois en 1721 au lac des Deux-Montagnes, où les Sulpiciens obtiendront une seigneurie pour s'y établir. L'acte de concession leur étant favorable, ils seront reconnus par les autorités comme les seuls et uniques propriétaires des terres de la seigneurie, y compris celles attribuées aux Amérindiens. Et on a vu tous les problèmes que cela a causé par la suite. La mission des Deux-Montagnes, qui portera plus tard le nom de réserve de Kanesatake, dont tout le monde se rappelle, je pense, héritera de traits qui la distingueront de celle de Sault-Saint-Louis ou Kanawake, qui est l'autre côté, tout d'abord par ses origines conflictuelles entre Hurons et Iroquois. Vous saisissez? Il y a eu à l'origine, donc, à la prairie, une mission dominée par les Iroquois, les Mohawks surtout, conflit avec les Hurons qui déménagent sur l'île de Montréal et qui aboutissent à Oka. Et entre les deux, restera une certaine tension. Et ensuite, par l'afflux en 1721 d'Algonquins et de Népissing qui modifieront la composition de la communauté d'origine à Oka. Donc à Oka, il y a eu d'autres nations qui se sont greffées et qui ont changé la nature et la composition de la communauté. Les différences entre Kanawake, on a appelé les New Warriors, et Kanesatake apparaîtront clairement lors de ce qu'on a appelé la crise d'Oka en 1990. Alors vous voyez tout le cheminement historique derrière tous les faits plus récents qu'on a connus dans les années 90. Un autre événement important se produira en 1747 lorsqu'un groupe d'Iroquois quittera la mission de Kanawake pour en créer une nouvelle à Akwesasne. Alors Akwesasne vient d'une scission, origine d'une scission des Mohawks qui étaient à Kanawake, à une centaine de kilomètres plus à l'ouest, mais toujours en bordure du Saint-Laurent. Cet établissement complétera finalement le réseau des 3 communautés Mohawks de l'espace montréalais, Kanawake, Kanesatake, Akwesasne, qui ont émergé de la prairie, où les Jésuites implantèrent leur première mission. Alors, c'est ainsi que l'on peut conclure que la prairie, en raison d'une géographie favorable, va contribuer à l'implantation des 3 communautés Mohawks de la région de Montréal. Le peuplement de la seigneurie maintenant. Alors, on l'a vu, les Jésuites attirèrent en 68 les premiers Amérindiens, mais ils ouvrirent en même temps, bien entendu, la porte aux Français. La France avait choisi d'implanter le régime seigneurial en Nouvelle-France. Ce système s'appuyait sur un réseau de seigneurs à qui le roi cédait gracieusement des terres, avec l'obligation d'y établir des habitants. Colons et seigneurs se voyaient assigner des droits et des devoirs définis par l'État qui est chargé d'en assurer l'application. Mais se posa rapidement la question, ce régime seigneurial, cet héritage millénaire de la vieille Europe, était-il adapté à la Nouvelle-France? Dans une colonie qui restait à bâtir, où tout était à faire. En réalité, le modèle original français a dû subir de profondes modifications, obligeant seigneurs et censitaires à s'adapter aux rudes conditions qu'ils affrontaient. Les Jésuites comptent parmi les seigneurs les plus importants de la Nouvelle-France, car ils ont reçu 11,2% des terres soumises au régime seigneurial. À la prairie, ils obtiennent un territoire d'environ 10 km de large par 20 de long, plus exactement 210 km². C'est un immense territoire. Oui, c'est un immense territoire à peupler, mais les Jésuites peuvent compter sur des sols propices à l'agriculture et des cours d'eau qui en facilitent l'accès. Quelques siècles plus tard, la vocation agricole de ce territoire ne s'est pas démentie,
puisqu'une grande partie comprise dans la zone verte est protégée. Bon. Alors ici, vous voyez l'équivalent. J'ai imaginé la seigneurie de la Prairie à Trois-Rivières. Alors, vous voyez, et ça va jusqu'à Saint-Étienne-des-Grès, à peu près ici. Et là, je n'ai pas pu voir exactement où est-ce que ça va, mais vous pouvez, c'est à peu près à mi-chemin. La rivière ici est à peu près à mi-chemin entre les deux frontières, ouest et est. Donc, c'est un immense territoire. C'est une des grandes seigneuries de la Nouvelle-France. Mais où installer ces futurs habitants? Comment structurer ce vaste territoire? Les colons qui s'y installent habiteront sur ce qu'on appellera des côtes, qui seront reliées entre elles par des montées. Alors, sur l'île de Montréal, il y a eu le même phénomène des côtes Sainte-Catherine, côte... des neiges. Alors, comment... ces côtes et ces montées vont devenir un lieu de voisinage et d'appartenance. Ça, c'est très important. Bien plus que la seigneurie, détrônée par la paroisse qui, avec le temps, s'imposera comme premier cadre territorial et identitaire. Les Jésuites en ouvriront 26, 36 après les subdivisions qui seront faites, sur une période de 135 ans, de 1667 à 1802. Dernière année où ils attribuent des concessions. Les Jésuites se feront toutefois concurrence eux-mêmes en acquérant la seigneurie du Sault-Saint-Louis qui leur a été cédée pour y accueillir les Amérindiens après leur départ de la Prairie en 1676. Alors, il y a eu des déplacements. La Prairie s'est affirmée comme le pôle démographique le plus dynamique. Donc, ce peuplement s'est fait assez rapidement, mais il a été explosif. Dans le sens où il a atteint un niveau très élevé. La Prairie s'est affirmée comme le pôle démographique le plus dynamique, non seulement de la Rive-Sud, mais de toutes les localités en dehors de Montréal, Québec et Trois-Rivières. Sa prédominance va durer et atteindra un sommet dans le premier quart du 18e siècle, alors qu'elle profitera pleinement de sa localisation géographique et de la révolution du transport, en particulier de l'arrivée des bateaux vapeurs et du chemin de fer. Ce n'est donc pas un hasard si le premier chemin de fer au Canada reliera la Prairie à Saint-Jean. Alors, voilà, j'ai fait quelques comparaisons avec, ça qui s'est passé avec la croissance de, voilà ici, comparaison de Boucherville, la Prairie, Longueuil, vous voyez, jusqu'en 1851. Voyez-vous, la Prairie est plus populeuse que Longueuil. C'est quand même remarquable. Voilà. Et voilà, ici j'ai fait la croissance de la Prairie a été la Prairie, la croissance de la Prairie a précédé un peu la croissance de la Nouvelle-France, dans le sens où ici, ici, voilà, ici, c'est la Prairie croît ici, alors que la croissance de la Nouvelle-France se fait plus à partir de 1751. Voilà. Ici, oui, ça c'est une carte intéressante qui montre comment la seigneurie, après la fin du régime seigneurial, en 1954, les municipalités apparaissent. Là, vous voyez ici les limites de la Prairie. Voilà. Alors, tout le reste a été récupéré par d'autres municipalités, donc Brossard, Saint-Philippe, etc. Donc, c'est un immense territoire. Alors là, je vais vous parler maintenant d'un phénomène unique, la Grande Commune. Qu'on ne retrouve nulle part en Nouvelle-France ni au Québec. Très tôt, les Jésuites prennent une décision qui aura des conséquences incalculables sur l'occupation du territoire de la seigneurie et plus tard sur le développement de la ville de la Prairie. Il était d'usage au début du développement d'une seigneurie de prévoir une commune, c'est-à-dire un espace commun réservé principalement au package des animaux, le temps que les colons terminent leur défrichement et leur installation.
Les Jésuites créèrent une première commune à même les prés de Saint-Lambert, en bordure du fleuve. Sa superficie de quelques 200 arpents convenait parfaitement aux besoins des pionniers. Mais, 26 ans plus tard, en 1694, les Jésuites ne sont même plus là. La seigneurie est gérée par, de Montréal, par un notaire. Ils en implantent une deuxième parce qu'ils ont suivi les Amérindiens, sur Saint-Louis. Ils en implantent une deuxième, gigantesque celle-là, couvrant 13 km², en plein cœur de la seigneurie. Sa largeur couvrait une distance impensable de 1,8 km et une longueur encore plus extrême de 7,2 km. C'était une enclave colossale représentant 7% de la superficie de la seigneurie et 30% de ce qui est aujourd'hui la ville de la Prairie. Considérable. On ne sait trop comment les Jésuites en sont venus à prendre une telle décision. Il y a là quelque chose d'intriguant, puisque cette commune de la Prairie représente un cas unique en Nouvelle-France. On ne retrouve une telle commune nulle part, ni sur l'île de Montréal, pourtant 2 fois plus grande, non plus sur l'île Jésus, dont la taille se rapproche à celle de la Prairie. Les 3 seigneuries étaient administrées par des communautés religieuses. En raison de son étendue et de ses ressources, la commune de la Prairie sera donc perçue très tôt par les colons et les Jésuites pour ce qu'elle était réellement, une immense réserve de bois, de minerais, de sable, d'espaces urbains, de chemins, etc., que chacun sera porté à exploiter pour ses besoins. Bref, elle sera l'objet de toutes les convoitises durant de nombreuses années. Alors, j'ai essayé ici d'imaginer ce que couvrait l'espace de la commune ici à Trois-Rivières. Alors, on est, je voyais plus clairement sur mes pistes. Ici, il y a les 2 échangeurs là, sur la 40. Voyez-vous, ils passent juste. Et ça c'est la 40 ici. Donc, ça vous donne une idée de l'espace considérable que couvrait la commune. Alors, et là, et vous pouvez imaginer les problèmes de développement urbain qu'a eu la ville au fur et à mesure que la ville se développait, les années 1800, tout ça, de concilier le développement avec la présence de cette commune. Comment gérer un tel espace? Mais avant toute chose, qui en est le propriétaire? Très intéressant. Les Jésuites sont propriétaires du fond de terre et les habitants de l'usage. Signé, là, ça. C'est le statut légal de la commune. Dans l'Ancien Régime, où seigneur et censitaire sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire, l'un ne peut agir sans l'autre. À la Prairie, les 2 parties signent un contrat en bonne et due forme, en 1694. À noter que les Jésuites ont déjà quitté la Prairie, je l'ai mentionné. Conformément aux ordonnances royales, une organisation est créée pour assurer l'administration de la commune. Les Jésuites sont représentés par le supérieur de la communauté, qui est à Ville-Marie, à Montréal, et alors que les colons sont représentés par 5 personnes, 3 marguilliers, dont 2 anciens, un capitaine de milice et le fermier des Jésuites. L'entente prévoit que la commune est confiée aux habitants. Mais l'usage qu'ils en font n'est pas gratuit. Ils vont payer un sens. Très symbolique, mais quand même, ça va fatiguer les censitaires. En fait, la commune, ce qu'il faut retenir, elle est impérissable, à moins que les 2 parties en conviennent d'y mettre fin. À la Prairie, seigneurs et censitaires vont repousser cette option durant de nombreuses années, car la commune recèle plusieurs ressources facilement accessibles et chaque partie en retire des bénéfices. Dès 1704, on en extrait du calcaire et des pierres pour faire la maçonnerie de la première église. On fera de même pour la construction de l'église actuelle, terminée en 1841. Tout au long de son histoire, les autorités et les habitants de la Prairie n'hésiteront pas à exploiter les ressources de la commune. La suite,
son histoire est inextricable. Et il serait trop long ici d'en raconter les innombrables péripéties. Je me contenterai de souligner la fin improbable. En 1966, presque 3 siècles après la création de la Seigneurie, à la suite d'une entente entre les 713 censitaires, ou plutôt leur succession, et la Compagnie de Jésus, les censitaires ont défendu leurs intérêts jusqu'à la fin pour se mériter une compensation de 350 000 $, soit environ 500 $ chacun. Les jésuites étant alors autorisés à vendre les terrains encore disponibles de la commune. Mais leur proposition initiale des jésuites avait été de 200 000 $. Donc, les censitaires ont négocié, on est quand même une assez bonne augmentation, presque le double. Voilà une histoire invraisemblable, unique dans les annales de la Nouvelle-France. Ça s'est passé à la Prairie. Voilà. Et quand on m'avait habité la Prairie, là, je suis à ma 35e année, on voit encore les traces de la commune. On peut la découper, on peut la voir. Et d'autant qu'il y a une grande partie qui a été laissée en zone agricole et qui est donc maintenant qui compte dans les espaces verts et protégés de la communauté métropolitaine de Montréal. Voilà. Maintenant, je vous parle des transports rapidement. Se déplacer dans cette Nouvelle-France en construction représentait un défi de taille. Les pionniers ont fait preuve d'innovation en fabriquant eux-mêmes leurs véhicules. Ça, c'était une découverte pour moi. Si le canot et le traîneau avaient été transmis par les Amérindiens, ils apprirent rapidement à les construire. Et ils se sont montrés aussi imaginatifs en fabriquant les carrioles, si efficaces l'hiver, ainsi que les calèches, charrettes et tombereaux qu'ils utiliseront l'été. Il n'y a que la diligence qu'ils ne toucheront pas. Ils en feront l'achat auprès des Américains qui contrôlaient la presque totalité du marché. Alors, dès sa création, la Seigneurie de la Prairie était destinée à porter son regard vers 2 destinations. Montréal, au nord, de l'autre côté du fleuve, et à une vingtaine de kilomètres, et à une dizaine de kilomètres, Montréal, et Saint-Jean, à environ 20 kilomètres. En été, le canot rendait d'immenses services entre la rive sud et l'île de Montréal. Il s'avère pratique aussi en hiver, à la manière des Amérindiens. Mais la carriole sera la plus utile sur la neige. Des ponts de glace surgiront à Longueuil, Saint-Lambert et la Prairie. Mais ils seront peu nombreux jusqu'à vers 1740 en raison du réchauffement climatique qui frappa le 18e siècle. Oui, il y a un livre très intéressant qui a été écrit là-dessus. Alors, vous voyez ici, on imagine, laissez-moi lire le texte. Les archives sont muettes sur l'emplacement du pont de glace de la Prairie. Il est probable qu'il longeait la terre ferme comme c'était le cas du chemin d'hiver reliant Québec à Montréal, dont on sait qu'il était environ 600 pieds de la rive. Alors, vous savez que l'hiver, bon, à cette époque-là, on voyageait surtout sur le fleuve et il n'était pas trop loin de la terre ferme, donc environ 600 pieds. Alors, on suppose qu'à la Prairie, il n'y avait pas avantage à s'éloigner, à trop s'éloigner, donc il restait, surtout qu'il pouvait faire des escales et prendre d'autres des passagers. Ce qui est intéressant, c'est que la ville de Montréal était consciente des avantages qu'elle retirait de ces ponts de glace. Aussi, au milieu du 19e siècle, elle payait la moitié des frais d'entretien de chacun des chemins. Le reste étant à la charge des municipalités desservies. On ignore s'il y a eu une telle entente au 18e siècle. Ça, c'était pour au 19e. Voilà. Quant à Saint-Jean, c'est en direction de Montréal, quant au chemin qui menait à Saint-Jean, c'était le point clé qui donnait accès par voie d'eau à Albany et New York
via le Richelieu et le lac Champlain. Vu de Montréal, la liaison à la prairie Saint-Jean était impérative pour se rendre vers le sud, au pays des Iroquois, et aussi plus tard celui des Britanniques. Ce n'est pas sans raison qu'elle portera le nom de chemin de Saint-Jean. Cette route suit l'emprise des vieux sentiers des Iroquois. Bon, et ouverte en 1744, elle a causé bien des ennuis aux conducteurs et aux passagers, surtout dans la partie marécageuse. Corridor stratégique, il fut amélioré dans les décennies suivantes, mais il ne devint carrossable en tout temps qu'en 1919. Il ne reçut sa première couche d'asphalte qu'en 1932. Alors, j'aimerais simplement vous souligner une chose. Voilà, cette carte. Alors, il y a eu un débat avec les gens de Longueuil à propos du statut du chemin de Chambly, dont on disait à Longueuil qu'il a été carrossable durant plusieurs décennies avant le chemin de Saint-Jean. Alors, on a des cartes, et ça, vous les trouverez dans le livre, qui montrent qu'il faut se rendre. En fait, ce qui était important pour Montréal et tous les militaires de Montréal, c'était de se rendre au fort de Chambly. Alors, le chemin ici n'était pas carrossable. Il y avait la savane dont on parle, elle était encore beaucoup plus longue ici. De sorte que le chemin de Chambly, il était ici et il menait là. Et on a des cartes où on peut voir le nom chemin de Chambly parce que, voilà, c'était la destination. Et plus tard, une fois que le chemin de Chambly sera construit ici, là, ce chemin portera le nom de Saint-Jean en vertu de sa destination au fort Saint-Jean. Voilà. Alors, voilà. Donc, je passe maintenant à la famille, socle de la société. Là, j'entre dans trois chapitres qui sont très, très particuliers. À l'époque de la Nouvelle-France, la famille est au cœur de la vie sociale et économique. Sauf exception, c'est la famille et non pas le colon seul qui s'établit. Après la paix imposée par le régiment de Carignan-Salguerre, la Nouvelle-France peut enfin s'ouvrir au peuplement. Des forces nouvelles sont en marche. En 1663, la décision du roi de France, Louis XIV, de prendre en main la direction de la colonie, jusque-là assumée par des compagnies, représente un virage décisif. Il va créer des conditions nécessaires pour le démarrage de la colonie, en s'attaquant à la question du peuplement et plus particulièrement à la pénurie de femmes. C'est ainsi qu'environ 850 filles du roi sont envoyées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. 737 d'entre elles s'établiront, une soixantaine ayant péri lors de la traversée, et 32 sont retournées en France. Pendant qu'environ 400 des quelques 1200 soldats du célèbre régiment décident, vers 1668, de demeurer en Nouvelle-France et de s'y installer en permanence. Oui, tes ancêtres, non? Alors, j'arrive à un point où, là, je découvre quelque chose. La région de Montréal connaît alors un décollage dont la prairie bénéficiera malgré les dangers que faisait peser la proximité des territoires iroquois. Trois conditions ont favorisé le décollage de la prairie. Premièrement, une forte majorité des couples qui s'installent à la prairie, autant les femmes que les hommes, vivent au Canada depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont appris l'oiseau, ils le connaissent. Les colons adoptent une stratégie foncière prévoyant, deuxièmement, à la fois un établissement à long terme et une solution de repli à Montréal lors des attaques iroquoises. Ça, c'était pas ce que je ne savais pas. Le regroupement, troisièmement, le regroupement sur une base permanente d'une masse critique de familles et de célibataires, principalement sur deux causes, a favorisé l'émergence d'un sentiment d'appartenance et de sécurité. Les trois quarts des colons qui s'établissent à la prairie au cours des 30 premières années sont en Nouvelle-France depuis 6 ans, et la moitié depuis 10 ans. La situation est semblable chez les femmes, si l'on fait exception des 9 filles du roi qui viennent d'arriver.
Les familles qui s'installent à la prairie ont donc eu le temps de maîtriser sa géographie plutôt contraignante, d'apprivoiser le pays et d'en mesurer les espoirs et les risques. À n'en pas douter, ces pionniers cessent de regarder vers la France dès lors qu'ils se marient et prennent racine à la prairie. Ce profil des premiers habitants a grandement facilité leur établissement. Ils ont pu compter également sur des liens étroits. Ils entretenaient avec Montréal, où plusieurs se sont réfugiés pour éviter la menace iroquoise. Le regroupement dans deux côtes a favorisé le développement de nombreuses relations interfamiliales tout au long du régime français. Cette endogamie familiale découlait d'une endogamie géographique, puisque 72% des couples mariés ont été formés d'hommes et de femmes habitant à la prairie. Il s'agirait peut-être d'un phénomène spécifique si l'on considère que dans la région de Québec, l'un des conjoints était originaire d'une paroisse différente dans un peu plus de la moitié des mariages seulement. La moitié comparée à 72. Alors, le tableau un peu plus haut, je pense, un peu plus haut. Voilà, là. Le tableau ci-dessus illustre le poids considérable que représentaient les mariages interfamiliaux, les rectangles étant proportionnels au nombre indiqué. Le noyau d'origine, 73. 73 couples formaient 13% de tous les mariages et l'ensemble des mariages interfamiliaux, 205, tous liens de parenté confondus de frères et sœurs et neveux et nièces représentaient 37% du total des 559 mariages. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que là, 37% des mariages se font entre des familles. Oui, alors, tout, comme je mentionne, comme c'est indiqué là, frères, sœurs, neveux, nièces. Alors, c'est très élevé. On n'a pas pu évidemment comparer avec d'autres localités. C'est un travail de moi de faire ça. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Louis Lavallée. Mais c'est très élevé et ça reflète la cohésion sociale qui s'est créée et donc la forte intégration de la communauté. Donc ça a donné un caractère très particulier à la prairie. Voilà. Alors, la paroisse maintenant. Durant plus de 2 siècles, la paroisse s'est imposée comme l'institution locale la plus importante. Les grandes figures mystiques emblématiques de la Nouvelle-France, les Jeanne Mance, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, etc., ont pu donner l'impression que la population adhérait d'emblée au catholicisme. Il faut rappeler que la France du XVIIe siècle a traversé une période de désaffection religieuse qui s'est fait sentir en Amérique, particulièrement chez les premières générations de colons. Les Français qui émigrent au Canada provenaient d'une société où le catholicisme souffrait de l'ignorance religieuse et d'un quasi-paganisme et de sous-christianisation. Les quelques témoignages qui nous sont parvenus dans la pensée que l'état spirituel du Canada est lamentable, c'est une citation, et qu'il faut une grande vertu pour aller desservir des paroissiens aussi mal disposés que le sont la plupart des Français de ce pays-là. Les difficultés des commencements où les habitants étaient isolés dans leurs côtes, dépourvus de chemin carrossable menant au village et à l'église, ne pouvaient que rendre la christianisation encore plus ardue. Les habitants du régime français ne doivent donc pas être confondus avec ceux de la deuxième moitié du 19e siècle, qui furent rigoureusement encadrés par une église triomphante, un clergé influent et solidement appuyé par un réseau d'écoles et d'institutions d'assistance sociale.
ça, ça a été aussi, je dirais pas une découverte, je savais un peu, mais j'en avais pas vu toutes les conséquences. Comment ces premières générations, 2, 3, 4 peut-être, premières générations, qui n'étaient pas déjà convaincus dans leur adhésion au catholicisme. Il a donc fallu du temps au curé pour jeter les bases d'une pratique religieuse durable. On ne peut parler de la paroisse sans évoquer l'église, un bâtiment dont l'architecture souvent imposante et sa localisation au centre du village reflète le poids de la religion dans la société de l'époque et du même coup la puissance et l'influence du clergé. À l'image de la paroisse, elle sera un lieu privilégié d'échange et de communication, la place publique par excellence, là où se concentrent les moments forts de la naissance à la mort. Institution prestigieuse, la paroisse fera de ses administrateurs des personnages de haut rang social. Le conseil de fabrique est composé du curé et de 3 mariés élus par une assemblée annuelle des paroissiens. Aux yeux de l'Église, la paroisse est vue d'abord et avant tout comme une communauté, confiée au curé qui la prend à sa charge, comme le pasteur de son troupeau. Il en retirera une grande autorité, mais il devra composer avec des paroissiens qui n'hésiteront pas à exprimer leur désaccord. Un petit mot concernant... Oui, alors, dans son mode d'opération et de financement, la fabrique comportait donc des éléments de démocratie. Laissez-moi vous lire ceci. Le pouvoir basé sur des représentants élus avait été introduit dans les paroisses françaises dès le XIIIe siècle pour combler les lacunes administratives des curés. Ce système venait toutefois en contradiction avec un des principes fondateurs de l'absolutisme royal, à savoir que chacun parle pour soi et que personne ne parle pour tous. Alors, que faisait la fabrique dans tout ça? Alors, la fabrique, c'était l'administration des conditions matérielles de la paroisse. Alors, dans son mode d'opération et de financement, la fabrique comportait donc des éléments de démocratie. Certes, à la prairie, les marguilliers semblaient en mener large, car ils bénéficiaient d'un niveau de compétences et de moyens financiers inaccessibles pour plusieurs des habitants. Néanmoins, les paroissiens ne semblent pas, du moins durant cette période, entre 1667 et 1792, avoir été abusés ni par les mariés, ni par les curés. Devant une institution aussi solide, les autorités coloniales ne manqueront pas de recourir à ces services pour transmettre les ordonnances et directives, du moins jusqu'en 1717. Elles la reconnaîtront également comme cadre territorial d'organisation de la milice. Je reviendrai sur ce point. La paroisse remplira aussi les fonctions civiles que nous connaissons, que nous avons connues, celle de tenir des registres des naissances, mariages et sépultures. C'est aussi autour d'elle et à l'invitation des curés que les communautés religieuses de femmes et d'hommes offriront des services d'enseignement et de soins aux malades. Bref, la paroisse va devenir assez tôt dans l'histoire un lieu privilégié d'appartenance et une organisation qui offre à la population une multitude de services. L'Église et la paroisse tendent alors à incarner une sorte de représentation totale de la société. Pour plusieurs, la paroisse représente un lieu absolu et entier, c'est-à-dire un espace où le citoyen peut retrouver toutes les significations. Elle correspondra au grand dessein que s'était donné le clergé, celui de construire une communauté intime de famille. Et c'est bien ce tableau qui se révèle à la prairie à la fin du XVIIIe siècle. Je termine par quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La hiérarchie sociale et le pouvoir à la prairie. Quelques années avant que s'amorce le peuplement de la seigneurie, le roi Louis XIV décide de prendre en charge les destinées, j'en ai parlé, mais il n'est pas seul, il va composer avec une église omniprésente. Ces deux puissances, la croix et l'épée,
s'appuieront mutuellement et se concurrenceront aussi à l'occasion. Mais le pouvoir est fortement centralisé. Mais cette centralisation ne doit pas masquer le rôle capital joué par l'organisation locale, la paroisse en particulier. Car c'est à l'intérieur du cadre paroissial que les autorités coloniales vont créer une nouvelle institution, la milice, qui en plus de contribuer à la défense du pays, jouera un rôle capital pour faciliter les liens entre l'administration et la population. En réalité, ces activités auront lieu à l'intérieur de la seigneurie, dont les limites se confondent avec celles de la paroisse jusqu'en 1751. Son organisation est très intéressante. Elle repose sur la côte, la montée ou le rang, c'est-à-dire le premier lieu d'appartenance autour duquel les colons se sont établis. C'est là qu'ils se retrouvent, entre voisins, souvent, entre membres des familles étendues, les clans. À la prairie, pour chacune des 7 côtes, ou chaque regroupement de côtes dans lesquels s'implantent les colons, un capitaine de milice est désigné, secondé par un lieutenant et un enseigne. Un sergent est également nommé par le gouverneur ou l'intendant pour l'ensemble de la paroisse. Le capitaine de milice était choisi pour l'ascendant qu'il exerçait dans son milieu. Il était reconnu que les Canadiens n'obéissaient qu'à ceux qui les respectaient. C'était donc généralement une personne en vue, sachant lire et écrire, jouissant d'une certaine aisance financière, car le poste n'était pas rémunéré. La milice de la Prairie formait un des plus gros contingents de la région de Montréal. Elle a beaucoup contribué à renforcer le pouvoir local, car au-delà de sa fonction militaire, elle a joué un rôle fondamental de médiation entre les autorités coloniales et la population. Ces capitaines sont intervenus dans le règlement de questions comme les chemins à construire, les ponts à ériger, l'utilisation et l'exploitation de la commune, l'érection et l'entretien de l'église et du presbytère. Le pouvoir était certes très centralisé, mais dans cette colonie où tout était à faire, les autorités n'avaient d'autre choix que de laisser un espace à la population. Alors, vous voyez ici l'organisation de la milice, le nombre de miliciens, le nom du capitaine, le territoire, le nombre des côtes qui étaient regroupées parce qu'il y avait 36 côtes, comme je vous ai mentionné. Et là, on ne pouvait pas nommer un capitaine pour chacune des côtes, on a regroupé les côtes. Alors, c'est un système qui a très bien fonctionné à la Prairie. La police, la paroisse et la milice ont fleuri partout dans la vallée du Saint-Laurent. Mais à la Prairie, une autre institution, unique celle-là, est venue compléter le réseau de l'organisation locale. Il s'agit de la Grande Commune, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une organisation. Les censitaires sont copropriétaires. Un statut qui les autorise à prendre part aux décisions touchant l'affectation de son territoire. Ainsi donc, les institutions locales à la Prairie sous le régime français comprenaient tout d'abord la paroisse et son bras administratif, la fabrique, puis la milice et son réseau de capitaines, lieutenants et enseignes dans chacune des côtes et regroupements de côtes, et enfin l'organisation de la commune, qui demeure active durant plus de 270 ans. Ces 3 institutions sont étroitement imbriquées dans ce milieu aussi peu peuplé. Ces 3 institutions sont étroites. Et dans ce milieu aussi peu peuplé, il n'est pas rare de retrouver les mêmes personnes à leur tête. Si la milice s'affirme comme la plus prestigieuse des institutions locales, c'est néanmoins la paroisse et les fonctions de marinier de la fabrique qui procurent une sorte de légitimité et donnent accès à d'autres responsabilités. Alors, je me suis posé la question, dans quelle mesure la population participait à ces 3 institutions-là? La fabrique était composée de 3 marguilliers élus pour 3 ans par l'Assemblée des paroissiens. Ils devenaient marguilliers en charge à la 3e année. Le choix des 4 syndics de la commune se faisait également à la suite d'une élection. Le processus différait toutefois pour les officiers de la milice, puisqu'ils étaient nommés par le gouverneur ou l'intendant. Mais au fil du temps, on a constaté que plus d'un d'entre eux provenaient des mêmes familles
Les autorités semblaient donc satisfaites de leur service, au point où elles recrutaient les fils pour occuper les mêmes postes. On observa d'ailleurs chez les marguilliers et les syndics de la commune un système semblable de cooptation qui donne à penser que le pouvoir local était concentré dans les mains d'une oligarchie ou d'une plutocratie. D'autant que la société de l'époque reposait sur une forme de paternalisme, sur une forte adhésion, voire une soumission à l'autorité en place. Il s'agit du curé, du seigneur ou du marchand. Les habitants ne feraient alors que confirmer par l'élection la volonté de certains leaders d'occuper les postes de marguillier et de syndic de la commune. On peut même se demander si le caractère militaire de la milice n'a pas contribué à renforcer l'autorité des chefs et l'obéissance des habitants. Pour y voir clair, il faut suivre la réaction, c'est ce que j'ai fait, et les positions des habitants vis-à-vis des trois grandes questions qui les ont préoccupés tout au long du régime français. L'administration de la paroisse, la construction et l'entretien des chemins et l'utilisation des communes. On constate qu'effectivement, un nombre limité de personnes ont dirigé les trois institutions locales. Mais les habitants n'en ont pas moins défendu leurs intérêts personnels, en particulier lorsqu'on leur réclamait de l'argent. Une réaction qui reflétait la précarité de leur situation financière et sans doute aussi l'indépendance durement acquise du défricheur et du laboureur. On les voit donc surveiller de près leurs intérêts dès lors qu'il leur est demandé de mettre la main dans leur poche. Tout compte fait, nous sommes donc loin d'un absolutisme local. En réalité, tout dans la géographie rendait le pouvoir absolu difficile, sinon impossible. Les gouverneurs et intendants ont dû maintes fois adapter les édits et ordonnances aux conditions sévères d'un territoire aussi démesuré que sous-peuplé. Aussi, faut-il plutôt parler d'un absolutisme modéré. Et il en fut ainsi peut-être davantage au niveau local, car la population pouvait se faire entendre par celle des représentants, notamment quand il était question d'argent. On peut donc conclure que la participation de la population à l'administration reposait sur trois paliers. La famille ou le clan familial, le réseau familial, la paroisse et la milice. Et ce sont eux qui ont assuré la cohésion de la société canadienne naissante. À la prairie, l'agriculture occupait plus de 80% de la main-d'œuvre. Elle dominait le paysage de la société, dans la mesure où même les représentants du village, les résidents du village, possédaient souvent une terre et la cultivaient. Il en a résulté une homogénéisation du mode de vie. La maison du notaire Barret différait peu de celle de son voisin agriculteur. Par ailleurs, l'économie coloniale produisait peu de fortune et l'accès à la propriété étant largement ouvert, il n'y avait que de minces écarts de matériel entre les groupes sociaux. Ils cohabitaient presque tous sur le même palier socio-économique. Il y avait pourtant une hiérarchie sociale. À la prairie, elle reposait sur le statut social relié à des fonctions clés comme le curé, les marguilliers, les officiers de la milice et le notaire, que l'on désignera du nom de notable. Ils formaient un groupe d'une trentaine de personnes qui se partageaient quelques honneurs dans le lieu même où toute la société se regarde et se classifie, c'est-à-dire à l'Église. Un cérémonial du pouvoir a été instauré pour légitimer le cercle des élites, titres et honneurs compris, ainsi que leur reproduction d'une génération à l'autre. Les règles de ces rites ont d'ailleurs été définies par les autorités religieuses et civiles, l'une ne pouvant agir sans l'autre. Inspirées des traditions françaises, elles furent adaptées au contexte canadien. Monseigneur de Saint-Vallier publia le rituel en 1703 et Louis XIV un édit royal en 1713. Dans les deux cas, les textes codifient avec moult détails la place de chacun des notables et l'ordre des honneurs qu'ils reçoivent. Parmi les nombreux rites établis, trois en particulier ont revêtu une signification en milieu rural. La bénédiction par l'eau bénite, la présentation du pain béni, la communion, et l'attribution des bancs à l'Église. C'est ainsi que les autorités coloniales adoptèrent un règlement des honneurs qui stipule notamment
Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ordonnons que les capitaines des côtes iront les premiers à la procession, après les mariés, suivis des autres officiers de milice, et que le capitaine de la côte seul aura le pain béni avant les autres habitants. Il en sera de même des bancs de l'Église, le plus près de l'autel étant réservé, selon le même ordre, soit les officiers de la milice, les mariés et les autres en la table. Mais ces rituels de statut et de rang social créent des distinctions sans pour autant élever des barrières entre les groupes. En cette fin du 18e siècle, la seigneurie de la Prairie présente l'image d'une communauté où les groupes sociaux partagent plusieurs traits communs. Le plus important était leur appartenance au monde agraire, car presque tous s'adonnent à l'agriculture. Cette activité recèle non seulement cette capacité d'unifier le mode de vie, mais elle contribue fortement à la cohésion sociale, car l'exploitation agricole repose essentiellement sur la famille, qui se rattache à la paroisse et aussi à la milice, structurée fortement autour des lignées familiales, un des principaux lieux du pouvoir local et aussi garant de l'ordre de la société. Ce portrait semble s'appliquer à l'ensemble de la Nouvelle-France, à mon point de vue, et sans doute aussi à la société qui prend place après la conquête, du moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On peut dire alors de la société laurentienne qu'elle jouait d'une forte cohésion sociale, les groupes sociaux étant près les uns des autres au point d'appartenir au même univers social, économique et religieux. Les autorités religieuses vont chercher, jusqu'au milieu du XXe siècle, à perpétuer ce monde révolu envers et contre l'évidence du changement et la montée irrémédiable de la modernité. Voilà, je m'arrête ici. Je vous invite à lire la conclusion, où vous trouverez un résumé des 6 moments forts de l'histoire de la Prairie, qui sont la création de la mission amérindienne, j'en ai parlé, le peuplement, qui donne naissance au village et qui va devenir le plus important en dehors de Montréal, Québec et Trois-Rivières. La grande commune, unique dans l'histoire de la Nouvelle-France. La création de la milice. À mon point de vue, on n'insiste pas assez sur le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de la Nouvelle-France. C'est le lien entre les intendants et la population. Et enfin, la route, la Prairie Saint-Jean, qui a été fondamentale dans l'histoire de la Nouvelle-France et qui existe toujours, la route 104, qui relie la Prairie à Saint-Jean. Le 6e, la conquête, dont je fais l'analyse et en particulier des répercussions à la Prairie. Le livre que vous tenez entre vos mains, pour ceux qui l'ont, en passant, vous pouvez vous en faire l'acquisition à la caisse. Le livre que vous tenez entre vos mains devait à l'origine porter sur Shawinigan. Madeleine, voilà, c'est là le lien dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand je dis entre la Prairie et Shawinigan, il y a un lien, c'est ça. Mais le 375e de la Prairie, en 2017, a changé mes plans, et encore plus la maladie qui m'a frappé et qui m'a fait remporter le livre que j'ai écrit sur la Prairie, que vous avez, qui est présenté 5 ans plus tard. Bon. Mais ce n'est que partie remise. J'espère, tout en finissant l'histoire de la Prairie, 1800 à aujourd'hui, finir également l'histoire de Shawinigan. Je compte beaucoup sur la vie éternelle. J'espère vous revoir bientôt. Merci de votre attention et bonne fin de journée.